Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Cette année marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Union européenne. Un demi-siècle de coopération a permis à cette relation de devenir un pilier essentiel dans le paysage géopolitique mondial. Mais dans un contexte international de plus en plus incertain, marqué par les tensions géopolitiques et les mutations stratégiques, comment la Chine et l'Europe peuvent-elles préserver le dialogue, gérer les différends et renforcer la coopération? Dans l'émission d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir par visioconférence M. David Gosset, président de DG2CI et fondateur de l'initiative mondiale Chine-Europe-Amérique, pour une conversation approfondie autour des relations sino-européennes. Bonjour. Bonjour madame, et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans notre émission. Donc, cette année marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Union européenne. Selon vous, quelles ont été les étapes clés de l'évolution de cette relation? Oui, je crois que c'est un anniversaire très important, ce 50e anniversaire, mais évidemment, comme le disait Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, c'est-à-dire que les choses changent et l'histoire, et évidemment, la situation n'est pas la même aujourd'hui qu'en 1975. L'Union européenne, du côté de l'Europe, les choses ont changé. C'était pas d'ailleurs l'Union européenne en 1975. On a une union beaucoup plus solide, si je puis dire, avec une monnaie unique, l'euro. Et de l'autre côté, évidemment, la Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale. La Chine, sa transformation économique, a simplement transformé le monde dans lequel nous vivons. Et donc ça crée des dynamiques qui sont nouvelles pour les relations entre l'Union européenne et la Chine. Et de partenaires commerciaux à concurrence systémique, comment interprétez-vous le positionnement de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine? Eh bien, écoutez, je n'ai jamais aimé ce concept de concurrence systémique. Je n'ai jamais aimé ce concept de concurrence systémique. D'ailleurs, c'est très mystérieux et quand vous demandez à chacun des experts, mais qu'est-ce que vous entendez? Enfin, ceux qui ont plutôt en faveur de ce concept, qu'est-ce que vous entendez par là? Les définitions varient d'un expert à l'autre. Non, il y a une compétition. Nous vivons dans un monde où la compétition est une réalité, mais la réalité, c'est que nous vivons dans un monde de coexistence compétitive, si vous voulez, mais une rivalité systémique, non, je ne la vois pas. Lorsque les étudiants chinois vont étudier en Europe ou vice-versa, les touristes, les échanges dans les musées, je vois des échanges qui sont d'ailleurs très positifs. Il faut faire très attention à ces concepts qui sont plaqués sur des réalités. Il faut laisser parler les réalités et remettre toujours les concepts à jour. Et je suis un de ceux qui pensent qu'il faudrait revoir cette notion de rivalité systémique, certainement l'abandonner. Elle me paraît obsolète compte tenu de toutes les coopérations qui sont à l'œuvre entre l'Europe et la Chine et de toutes les coopérations qui restent à inventer et à développer pour créer non pas un âge d'or, parce que M. Trump aime utiliser cette expression de l'âge d'or pour les États-Unis. Il le peut très bien, il parle de son pays, mais je pense que ce qui est plus important, c'est un âge d'or pour l'humanité. Et j'ai parlé dans plusieurs articles récemment ou dans des discours que je viens de prononcer, que c'était ça l'idée. C'est ça l'idéal, que les Chinois et les Européens soient capables de nous emmener vers un âge d'or
pour l'humanité. Mais c'est un processus, et dans ce processus, il est tout à fait normal de rencontrer des difficultés. Et le 25e sommet Chine-Union européenne s'est tenu à Beijing les 24 et 25 juillet. Pour vous, quelle est sa signification pour les relations sino-européennes dans le contexte actuel mondial très complexe? Bien sûr, le contexte est très complexe, mais d'abord, il faut vraiment commémorer, célébrer cet anniversaire, ce 50e anniversaire, parce que ce qui a été réalisé depuis 5 décennies est véritablement extraordinaire. Mais il y a des changements, et l'un des changements, évidemment, c'est la position de la deuxième administration Trump aux États-Unis, qui crée des problèmes non seulement pour la Chine, mais également pour l'Union européenne. Donc, dans ces conditions, il faut un dialogue intense entre l'Union européenne et la Chine, et je crois que tous les problèmes qui sont sur la table peuvent être réglés par le dialogue et la négociation. Il y a des problèmes compliqués, complexes, vous l'avez dit, mais entre l'Union européenne et la Chine, des compromis peuvent être trouvés. D'ailleurs, il serait paradoxal que des compromis puissent être trouvés entre la Chine et les États-Unis et pas entre la Chine et l'Union européenne. Donc je pense que c'est un sommet important et qui va nous permettre un nouveau départ, de penser, de mettre les choses en forme pour les 5 ou 10 années qui viennent. Et en fait, la Chine et l'Europe présentent des différences significatives en matière d'histoire, de culture, de système politique et de stade de développement. Alors, dans ce cas-là, comment renforcer la confiance stratégique mutuelle et améliorer la coordination des politiques? Vous avez raison. Les différences, c'est une chose, mais évidemment, au fond, pour l'harmonie, il faut des différences. C'est-à-dire que, ou plutôt, on peut toujours harmoniser les différences. Et c'est ça qu'il doit être fait, l'effort pour harmoniser les différences. Mais n'insistons pas seulement sur les différences. Il y a aussi des points communs très forts entre l'Union européenne et la Chine. Par exemple, nous sommes sur les mêmes positions, les Européens et les Chinois, sur la nécessité de mieux protéger l'environnement et de lutter tous ensemble contre le dérèglement climatique. Ça, c'est un fait et c'est une base solide pour des relations dynamiques entre les deux pôles, Europe et Chine. Deuxième point, n'oublions pas que sur le multilatéralisme, nous sommes aussi alignés. Et la différence est très forte entre, d'une part, ceux qui sont dans une logique unilatéraliste et je dirais nationaliste étriquée, et les positions de la Chine et de l'Union européenne de l'autre côté. Vous savez, c'est très marquant parce que cette année, nous célébrons aussi le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, par là même, le 80e anniversaire de l'établissement des Nations Unies. Eh bien, je crois qu'il faut préserver cette gouvernance mondiale, même si elle n'est pas parfaite. Quand elle n'est pas parfaite, c'est le cas de l'OMC, c'est le cas des Nations Unies, il faut évidemment la réformer pour la parfaire. Et là, nous avons deux forces en présence, l'une la Chine et l'autre l'Union européenne, qui peuvent pousser pour avoir une gouvernance mondiale qui soit la plus appropriée possible au XXIe siècle. Parce que, évidemment, le XXIe siècle n'est pas le XXe siècle. Donc, vous avez raison, il y a des différences entre l'Europe et la Chine, mais il ne faut pas caricaturer les choses et nous avons aussi des points communs très forts qui permettent que cette relation
se développe de manière constructive. C'est une bonne chose pour les Chinois, c'est une bonne chose pour les Européens, mais je dirais même plus, c'est une bonne chose pour le monde en général. Et justement, l'initiative mondiale Chine-Europe-Amérique que vous avez lancée vise à promouvoir la compréhension mutuelle et la coopération entre les trois parties. Selon vous, quelle est l'importance du dialogue entre civilisations dans les relations bilatérales et multilatérales? Je pense que vous mettez le point sur la chose la plus importante, c'est-à-dire la culture. Et évidemment, alors on le voit bien sur le plan des cultures, lorsque nous parlons, vous et moi, français, évidemment, nous ne parlons pas chinois, donc il y a des différences culturelles. Mais la traduction est possible, des ponts sont possibles entre les cultures et l'harmonie est possible entre les cultures. Et d'ailleurs, c'est parce que nous avons des différences entre les cultures que nous pouvons nous enrichir les uns les autres. La Chine, important, si je puis dire, ce qu'il y a de mieux de la culture européenne, et vice-versa. Donc, oui, nous avons créé une initiative qui essaie au moins de créer les conditions du dialogue entre la Chine, l'Europe et l'Amérique en général et les États-Unis en particulier. Et nous sommes très heureux du travail qui est accompli, notamment dans le domaine des musées. Parce que vous savez très bien que les musées, c'est un dossier très intéressant en Chine. La Chine ouvre beaucoup de musées. Et d'ailleurs, c'est pas très bien connu dans le monde occidental. Et nous essayons d'expliquer les choses. Et je dois dire que notre initiative a beaucoup de succès et c'est très encourageant. Si, dans notre monde d'aujourd'hui, en dépit de tous les défis qui sont les nôtres, l'Europe, la Chine et les États-Unis sont capables de coopérer, et je crois que ces trois pôles sont capables de coopérer, ça veut dire que nous allons rentrer dans un moment de progrès sans précédent pour toute l'humanité. Donc je suis plutôt optimiste, non pas par naïveté, mais parce que je vois en fait que, en dépit des difficultés, nous progressons. Et c'est vrai que un des problèmes qu'il y a, qui est très sérieux, je dirais, entre la Chine et l'Occident alors que nous nous parlons, c'est évidemment la guerre en Europe. Et nous devons tout faire pour que la paix revienne. Et je crois que ce sera quelque chose qui débloquera pas mal de problèmes. Mais ça, il faut toujours garder en tête, particulièrement alors que nous célébrons le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, que la paix en Europe, c'est quelque chose d'absolument fondamental pour les Européens, les Chinois et le monde en général. Je me souviens l'année dernière, à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, il y a eu des échanges entre les musées chinois et français. Alors, pour vous, en plus des musées, pensez-vous dans quel domaine il faut encore renforcer les échanges? Avez-vous des nouveaux projets? Écoutez, votre point est fondamental. Et en fait, une des grandes différences entre 1975 et aujourd'hui, 2025, c'est évidemment l'intensité des échanges entre l'Europe et la Chine. Pas simplement économiques, mais les échanges entre les peuples, les échanges d'étudiants, les échanges dans le domaine du tourisme. Évidemment, vous parlez des musées, c'est tout à fait juste, mais nous devons faire plus. Nous devons avoir plus de touristes européens qui viennent en Chine et plus de touristes chinois qui vont vers l'Europe. Et c'est la même chose du point de vue des étudiants. Et je pense que dans les conditions qui sont celles du monde d'aujourd'hui, il faudrait qu'entre l'Europe, entre l'Union européenne et la Chine, il y ait un grand projet, une sorte d'Erasmus monde ou Erasmus Chine-Europe, pour que nous
décuplions les échanges d'étudiants entre le monde chinois, entre la Chine et l'Europe. C'est très important pour préparer le futur. Parce que c'est vrai que les échanges se sont développés, mais à mon avis, ils ne sont pas encore suffisants. Et ce que je peux vous dire, c'est que il reste beaucoup de travail pour faire que de plus en plus d'Européens, mais d'Occidentaux en général, comprennent mieux les dynamiques de la société chinoise. Et dès que les étudiants européens ou les touristes européens viennent en Chine, ils regardent ce qu'il passe autour d'eux et tous les préjugés fondent très très rapidement et ils ont une nouvelle vision de la Chine, une vision évidemment beaucoup plus positive et surtout nous diluons, si je puis dire, ce sentiment de peur qui aussi est un obstacle dans les relations entre la Chine et l'Europe. Au fond, il faut bien que nous comprenions les uns les autres, d'un côté comme de l'autre, que l'autre n'est pas un péril, que l'autre n'est pas un danger, mais qu'au fond, c'est une opportunité. Alors, sur le plan économique et politique, il existe quand même des malentendus entre les deux parties. Alors, pour vous, comment évaluez-vous la politique de réduction des risques adoptée par l'Union européenne à l'égard de la Chine? Alors, vous savez, j'ai ce jeu de mots. Je dis souvent à nos amis francophones, attention, parce que de-risking, c'est risqué. De-risking, c'est risqué. Alors, de-risking, c'est mieux que une déconnexion, que decoupling, évidemment. Je pense que si, par de-risking, on entend que sur des points fondamentaux, vitaux, il faut qu'évidemment les Européens soient capables de produire leurs propres masques, enfin, les produits qui sont essentiels à l'indépendance finalement stratégique. Ça, je crois que tout le monde peut le comprendre. Mais si de-risking, ça veut dire on se déconnecte des dynamiques chinoises, ça c'est une grave erreur stratégique. Il faut que la Chine reste ouverte aux dynamiques occidentales, aux dynamiques européennes, mais dans l'autre sens, il est très important que l'Europe, ses membres, les membres de l'Union européenne, l'Italie, l'Allemagne, la France et tous les autres, restent ouverts aux dynamiques chinoises parce que évidemment, dans de nombreux domaines, l'énergie renouvelable ou les véhicules électriques, par exemple, évidemment, la Chine est maintenant en position d'avant-garde. Et si vous voulez, ces progrès très rapides de la Chine expliquent un certain nombre de malentendus. Donc c'est pour ça que les rencontres de haut niveau sont nécessaires, mais il faut aussi que dans le domaine des médias, il faut que les deux sociétés civiles se rencontrent, se comprennent et comprennent pourquoi l'autre peut-être avance plus vite que certains le pensaient. Mais encore une fois, je pense qu'une Chine ouverte, prospère avec son marché colossal, cela ne crée que des opportunités au fond pour les entreprises européennes si elles savent elles aussi continuer à innover, évidemment. Parce que, par exemple, je soulignais l'importance des véhicules électriques. Mais un des préjugés, si vous voulez, en Europe, et pas simplement en Europe, dans le monde occidental en général, c'est de dire oui, les entreprises chinoises réussissent parce qu'il y a des subventions venant de l'État, etc. Non, les entreprises chinoises réussissent parce qu'elles sont profondément dynamiques et, le terme est le plus important, c'est évidemment innovantes. Donc il faut, de ce point de vue-là, que les entreprises européennes regardent ce qui se passe véritablement du côté de l'écosystème des affaires chinois.
Vous parlez de l'ouverture de la Chine. En fait, depuis des années, la Chine met toujours l'accent sur la politique d'ouverture élargie. Quel regard portez-vous sur cette politique d'ouverture élargie et quelles opportunités l'ouverture élargie de la Chine peut-elle apporter? Mais c'est essentiel, comme nous disions, c'est très important que la Chine continue sur cette voie et la Chine continue sur cette voie. Si vous regardez maintenant la grande exposition annuelle qui a lieu à Shanghai sur les importations, c'est tout simplement unique dans le monde. Mais évidemment, les entreprises européennes sont présentes. J'y étais moi-même l'année dernière. J'ai vu de nombreuses entreprises européennes, mais il faut, vous savez, les ressources sont limitées pour les entreprises. Donc il faut, c'est un problème d'allocation de ressources. Et je dis toujours à mes amis que le marché chinois, il est absolument immense, il est compliqué. Je ne dis pas que c'est simple, mais vous avez une classe moyenne qui continue de croître avec des consommateurs chinois de plus en plus nombreux, des consommateurs qui sont très sophistiqués d'ailleurs. Il ne faut pas oublier cela. Donc la compétition est difficile, mais le marché chinois, c'est une réalité. Et puis, il y a aussi ce que les Européens et les Chinois doivent faire dans le domaine de l'innovation. Je pense que dans le domaine de l'intelligence artificielle, je pense que dans le domaine quantique, les deux applications de la physique quantique, la communication et les ordinateurs quantiques, je suis un de ceux qui pensent que la Chine et l'Europe doivent coopérer parce que nous sommes là non plus dans des changements, mais dans des disruptions. Et au fond, vous savez, c'est vrai, vous parliez des différences entre l'Europe, les États-Unis et la Chine, mais c'est ce que j'appelle non pas de la multipolarité, pour me dégager un petit peu d'une géopolitique négative, mais c'est ce que j'appelle le polycentrisme compétitif. Et ce polycentrisme compétitif, au fond, est en train de nous faire entrer dans une ère de progrès accéléré pour toute l'humanité. Ce que je veux dire, c'est que quand les Européens, les Chinois et les Américains, notamment les entreprises, sont dans des rapports de compétition, ça veut dire que au final, eh bien, nous progressons tous. Et comme je pense que ce progrès, au fond, est infini, il n'y a pas de limite à ce progrès, eh bien, il faut être capable de sortir d'une logique de si tu gagnes, je perds, c'est-à-dire un jeu à somme nulle. Ce n'est pas un jeu à somme nulle. Lorsque la Chine est plus riche, potentiellement, tout le monde est plus riche et vice-versa. C'est un point très important. C'est un état d'esprit qu'il faut changer, mais je pense qu'avec le Big Bang de l'intelligence, je pense à l'intelligence artificielle, nous rentrons dans un autre monde, et ce monde, au fond, c'est un monde qui me donne beaucoup d'espoir. Donc, ce sommet est important. Il y en aura d'autres, mais il faut continuer et que les deux sociétés civiles continuent à produire des idées nouvelles pour amener la relation à un autre niveau. Et en ce qui concerne les divergences entre la Chine et l'Europe sur des sujets comme le déséquilibre commercial, l'accès au marché et la politique de subvention, quelles sont vos analyses? Vous savez, quand vous avez deux blocs économiques aussi immenses que le bloc chinois et le bloc européen, lorsqu'ils échangent, c'est normal de rencontrer des sujets. Il ne faut pas avoir peur des compromis. Le compromis, c'est la solution. Donc il ne faut pas se raidir sur des positions prédéterminées. Il faut, par la négociation,
régler les problèmes les uns après les autres, mais sans perdre la vision stratégique de long terme, qui est que l'Union européenne et la Chine doivent être des piliers du monde multipolaire qui reste à construire. Et il ne faut pas, vous avez dans toutes ces histoires des choses plus négatives et plus positives. Je préfère insister sur les choses positives et partir des convergences pour régler les désaccords, si vous voulez, les uns après les autres de manière très pragmatique. Et l'Union européenne cherche également à renforcer sa coopération avec les pays du Sud global, dont la Chine est l'un des représentants importants. Pensez-vous qu'une coopération sino-européenne soit possible sur les enjeux liés au Sud global? Merci beaucoup d'évoquer le Sud global, parce que je pense qu'un des sujets qui doit être un axe pour la coopération sino-européenne, présente et future, c'est particulièrement le continent africain, qui pour moi est le continent du futur, parce que si vous regardez la démographie, si vous regardez le dynamisme économique de certains pays, si vous regardez l'esprit entrepreneurial des jeunes africains, tout ça indique qu'une grande histoire est en train de se passer sur le continent africain. Or, évidemment, l'Afrique est voisine de l'Europe. Vous traversez la Méditerranée et vous êtes dans ce magnifique continent africain. Et la Chine et l'Afrique ont des relations aussi très denses. Et tout ça doit être mieux coordonné, mieux structuré, et je pense que nous devrions regarder s'il est possible, le plus vite possible, de structurer le dialogue, de mieux nous organiser autour d'un sommet, par exemple, qui aurait lieu entre la Chine, l'Union européenne et l'Union africaine. L'Union africaine étant absolument clé pour la renaissance du grand continent africain. Et dans un monde de plus en plus incertain, quelles sont vos perspectives pour les coopérations sino-européennes dans les 5 à 10 prochaines années? Je pense que je suis très optimiste, encore une fois, pas par naïveté, mais par raison, je dirais, par analyse, parce que nous rentrons dans un monde, notamment grâce à l'intelligence artificielle, où nous allons avoir une création de richesses très rapide, et donc ça va nous amener à des logiques différentes. Je vous disais, il faut abandonner cette logique de jeu à somme nulle. Et donc, si ce que je dis est juste, ça sera plus facile de mettre les peurs et les anxiétés de côté, et les deux parties vont se retrouver autour de sujets aussi fondamentaux, et l'un de ces sujets étant les problèmes environnementaux et le dérèglement climatique. Vous savez, nous avons parlé d'anniversaire aujourd'hui entre vous et moi, le 50e anniversaire Chine-Europe, nous avons parlé du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est aussi le 10e anniversaire de l'accord de Paris. 2015-2025. Et là aussi, on voit bien que au moment où M. Trump fait preuve de scepticisme par rapport à ces problèmes, la convergence profonde entre Chinois et Européens, qui je crois est absolument fondamentale et nous amène clairement vers un monde meilleur. Merci, Monsieur Gosset. Merci d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé vos analyses. Merci à vous. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.